Notre invité de la semaine, Milan Kundera, pour le roman qu'il vient de publier chez Gallimard, L'insoutenable légèreté de l'être. Et vous parlez du hasard, Milan Kundera, dans ce roman. Et au fond, vous n'y croyez pas. Je veux dire qu'on ne croit pas toujours au hasard. Eh bien, ce matin, il y a un hasard. Un hasard qui est en forme de destin. Je viens de parler de Manès Perber, et je parle maintenant de Milan Kundera. Et il me semble qu'il y a des points communs dans ces rencontres de ce matin, parce que je me souviens, moi, de notre première rencontre, à propos de La plaisanterie que vous veniez de publier en traduction française. Et c'était au moment des événements qui déchiraient votre pays, la Tchécoslovaquie. Et je me souviens aussi des questions que nous nous posions à cette occasion, des réponses que vous m'avez faites en me disant que vous étiez de passage à Paris, tu restes à ce moment-là, qu'il vous fallait y retourner, car c'était les événements de 68 avec Dubček, avec tout ça, qu'il vous fallait y retourner, que votre place était là-bas, et que ces événements que nous retrouvons, du reste, dans votre roman-là, reste pour moi, cette rencontre reste tout à fait gravée parce que c'est la première fois que j'ai senti à quel point le destin d'un écrivain confronté à l'histoire qu'il vivait pouvait jouer un rôle très important, alors que nous, occidentaux, peut-être, disons que la littérature n'est pas souvent en prise directe avec l'événement, mais là, j'avais devant moi un écrivain qui était sur l'histoire, qui était avec l'histoire. Et l'histoire reparaît constamment dans vos livres. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et je crois qu'on la retrouve dans ce roman, l'insoutenable légèreté de l'être. Mais on aimerait bien tout de même, avant de commencer la conversation, que Milan Kundera nous éclaire sur la signification de ce titre. Maurice Nadeau, qui a consacré tout un article à l'ouvrage dans la Quinzaine littéraire, a trouvé une formule assez amusante, je trouve. Il a dit que c'était un titre à la Louise Buñuel, n'est-ce pas ? Serge Coster, c'est votre avis ? Oui, on pense à certains titres comme Le fantôme de la liberté, comme Le charme discret de la bourgeoisie, comme La Voie lactée. Je veux dire, il y a une part énigmatique dans ces titres, qui sont à la fois des titres abstraits et des titres métaphoriques, concrets, qui contiennent beaucoup de suggestions, de sorte qu'ils fascinent sans qu'on en épuise immédiatement la signification. Et on a envie d'en savoir plus, et même quand on a lu le livre, il reste... Ce sont des formules magiques, si vous voulez. L'insoutenable légèreté de l'être, c'est une formule magique. Et cette magie, même l'auteur l'expliquant d'ailleurs, ne l'épuisera pas totalement, j'imagine. Quel est le sens du mot légèreté de l'être ? Oui, c'est une formule magique, comme vous dites. Je pense toujours qu'un titre doit être... qu'il ne faut pas tricher avec les titres, que le titre doit vraiment répondre au contenu du livre, ce qui est très difficile parce que c'est toujours très difficile de résumer dans 3 mots le thème. Mais quand même, au moins, je peux dire que c'est un des thèmes du livre, c'est-à-dire cette question métaphysique, si la vie est quelque chose qui pèse ou si la vie est quelque chose qui ne pèse pas. C'est pourquoi ça commence par cette fameuse réflexion de Nietzsche sur l'éternel retour. Parce que qu'est-ce que c'est la vie sans l'éternel retour ? C'est certainement quelque chose qui ne pèse pas beaucoup, parce que tout ce que nous vivons passe tout de suite, et tout de suite oublié, et tout d'un coup, on commence à souffrir non pas par le poids des drames qui nous écrasent, mais par une autre chose, par le contraire, c'est-à-dire par l'insignifiance de tout ce que nous vivons. Oui. Alors on se demande sans cesse, est-ce qu'on souffre par l'insignifiance de notre vie, ou est-ce qu'on souffre par le poids dramatique de notre vie ? Et bien sûr, on ne trouvera jamais la réponse à cette question, parce que les questions métaphysiques ou les questions de l'existence humaine sont toujours les questions sans réponse. Le romancier veut plutôt formuler, décrire, de voir de tous les côtés une telle question comme, par exemple, la question de l'insoutenable légèreté de l'être qui peut, dans chaque moment, se transformer en douce légèreté de l'être. Oui. Ça m'a beaucoup frappé, ces réflexions que vous mettez à la fois dans le cœur de l'histoire romanesque que vous nous contez
et en même temps dans les interventions de l'auteur. Parce que alors là, s'il y a une légèreté de l'être, il y a aussi une espèce de liberté de création dans ce roman qui est assez admirable. C'est-à-dire cette façon qu'a l'auteur à la fois de raconter son histoire, qui est l'histoire d'amour entre deux êtres, une histoire légère ou pesante, ça il faudra l'analyser, et puis il y a les interventions de l'auteur qui nous donne son avis sur tel ou tel point de l'histoire, même qu'il raconte, ou de l'histoire contemporaine, alors histoire avec un grand H, des événements qui se déroulent, puisque justement nous allons revoir les événements de 68 en Tchécoslovaquie. Mais restons encore un petit peu sur cette légèreté de l'être, parce que ce qui m'a beaucoup frappé effectivement, puisque vous rappelez l'éternel retour de Nietzsche, c'est que, comme vous l'imposez au lecteur, on se dit, si on ne vit qu'une fois, on ne vit pas. Si la vie pouvait être refaite, alors on reverrait tout ce qu'on a fait, toutes les erreurs qu'on a commises, toutes les erreurs de l'histoire aussi, et alors la vie deviendrait quelque chose de sérieux, en quelque sorte. C'est-à-dire quelque chose de médité, quelque chose de réfléchi. Mais on ne vit qu'une fois. Il y a donc un sentiment tragique de la vie dans cette notion d'insoutenable légèreté. Parce que c'est ça le tragique de la vie aussi, c'est qu'elle passe, c'est qu'elle n'a lieu qu'une fois. On ne peut pas recommencer ses actes, on ne peut pas refaire sa vie, on ne peut pas revenir au point zéro pour recommencer. Ça a l'air un peu idiot, ces petites remarques que je vous fais, mais ce sont des remarques de bon sens qu'on n'a pas l'occasion de se faire si souvent, Milan Kundera, il me semble, parce que justement on vit, non ? Exactement, c'est une évidence, c'est même une lapalissade, Oui. mais nous vivons la vie et nous sommes aveugles aux questions les plus banales sur lesquelles est basée notre vie. Notre vie, oui. Oui. Oui, mais s'il y avait un retour, il y aurait une autre forme de tragédie. Parce que l'éternel retour des choses suppose la répétition des choses, Oui. le non-changement. Et nous pourrions avoir commis 1000 fois une erreur, nous la commettrions une 1001e fois. Parce que, par définition, l'éternel retour, c'est les retours du même, je crois. Donc, on est enfermé, si vous voulez, dans une tragédie insoluble entre l'éternelle légèreté et l'éternel fardeau de l'être. Le fardeau serait aussi tragique ou autrement tragique que la légèreté de l'être. C'est du moins ainsi que je sens l'histoire telle qu'elle nous est transmise ici. Et alors, ce que je voulais ajouter, vous parliez de la liberté de Milan Kundera. Moi, j'irais encore plus loin, je dirais la grâce souveraine de la narration, capable d'intégrer, si vous voulez, non seulement l'histoire romanesque telle qu'elle est contée et la voix personnelle de l'auteur, mais je suppose qu'on va y venir dans le cours de la discussion, différents niveaux, différents éléments qui sont généralement J'attendais les niveaux de lecture de M. Serge Coster. Ah non, c'est pas les niveaux de lecture, c'est les... Non, pas du tout, vous n'y êtes pas, c'est les niveaux de réalité. Non, je voudrais pas faire quelque chose de très savant. Non, c'est les niveaux de réalité, si vous voulez. Imaginez que ce roman, et c'est très très rare me semble-t-il, réalise la fusion d'éléments littéraires ou intellectuels qui sont généralement exclusifs l'un de l'autre. Regardez, le livre commence par le mythe de l'éternel retour. Il se poursuit, même si je ne donne pas l'ordre chronologique de la narration, d'ailleurs l'ordre chronologique n'est pas un ordre chronologique, c'est un ordre musical. Il se poursuit par des rencontres et des coups de foudre, ou des non-coups de foudre, enfin des rencontres amoureuses. Il en vient à évoquer le poids du destin par l'intermédiaire de quelques mesures de Beethoven, fondées sur le leitmotiv Es muss sein, cela doit être. Il en arrive peu à peu à la menace totalitaire qui pèse sur la Tchécoslovaquie. Et ne croyez pas que tout cela forme des éléments disparates. Il y a, et c'est là, je crois, la voix unique, en tout cas singulière de Milan Kundera, il y a une fusion, une étroite combinaison, sans rupture véritable. Tout sonne toujours merveilleusement juste. C'est inouï, pour moi. Oui, mais ça, je crois que ça tient justement à ce que vous avez dit, Serge Coster, c'est que la composition me semble proprement musicale. C'est-à-dire que quand vous parlez de leitmotiv, effectivement, c'est une chose qui est constante dans le... Pas simplement dans ce livre, Milan Kundera, il me semble, dans toutes vos œuvres. Et qu'au fond, vos livres sont composés un peu d'une manière qu'on pourrait appeler symphonique. Ça n'a pas l'air de vous, de vous convaincre. Non, ça me convient complètement. Je ne sais seulement comment développer cette idée. Oui, c'est ça. Mais comment avez-vous conçu la composition du livre ? Parce que finalement, au départ, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre un médecin, Thomas, qui est un homme à femme,
on peut dire que c'est un homme à femme. Oui. C'est un homme qui aime bien avoir des aventures et qui surtout refuse tout attachement. Tout attachement, il s'est séparé de sa femme. Quand il a des aventures, il prévient même ses compagnes qu'il ne veut pas qu'elles dorment chez lui. Oui, c'est très important. Ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où on dort chez soi... On est perdu, on est foutu. On est perdu, on fait déjà partie des meubles, si j'ose dire. Oui. Bon, alors, Thomas, qui est un homme qui ne tient pas à être encombré par son mobilier amoureux, eh bien, Thomas les prévient bien. Mais en même temps, il ne peut pas se passer des femmes. Alors, il en a tout le temps. Et puis, devant ce Thomas, donc un coureur assez banal, assez ordinaire, etc., brusquement, il y a l'histoire d'amour avec la petite serveuse de restaurant. Et alors, la petite serveuse de restaurant, qui justement entend ce quatuor de Beethoven, etc., eh bien, la petite serveuse de restaurant, elle, au contraire, elle va rester. Et lui, il ne comprend pas pourquoi il la garde, au fond. Oui. Et c'est ça. C'est comme ça que commence l'histoire. Et finalement, c'est simplement cette histoire d'amour, finalement, le livre. C'est pas autre chose. Non ? Je suis d'accord. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Et pourquoi vous avez choisi cette histoire apparemment banale, apparemment légère, justement, de la condition humaine, à savoir deux êtres, eh bien, qui, malgré eux, en quelque sorte, s'aiment et ne peuvent plus se quitter ? C'est une histoire à laquelle je pense depuis, je crois, 25 ans. Cette histoire est très simple. Toutes les histoires sont simples. Il commence à être difficile dès que vous commencez à les interroger, et dès que vous commencez à les voir comme des énigmes. C'est-à-dire exactement pourquoi tout d'un coup c'est Don Juan découvre en soi un Tristan. Alors qu'est-ce que c'est être un Don Juan? Qu'est-ce que c'est être un Tristan? Qu'est-ce que c'est cette coïncidence? Est-ce qu'il aime vraiment cette jeune fille, ou est-ce que c'est une hystérie de quelqu'un qui se disait qu'il a besoin d'amour, alors il l'a inventé pour lui. Il ne sait jamais si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Et la vie nous sommes tous, quand nous vivons nos propres histoires privées, nous sommes toujours plongés dans cette incertitude, n'est-ce pas? Alors, dès que vous commencez à interroger une histoire la plus simple, bien que cette histoire ne soit pas tellement simple, alors elle perd tout de suite sa simplicité et chaque situation devient un petit mystère. Et si ça devient un petit mystère, vous devez interroger ce mystère. C'est pourquoi vous ne pouvez pas seulement raconter cette histoire. Vous devez aussi penser cette histoire, n'est-ce pas? C'est pourquoi cette histoire a cette dimension, je ne veux pas dire philosophique, parce que je ne suis pas philosophe, et si on dit philosophique, ça donne l'impression que je vais avoir un certain système philosophique, quelque chose qui ne m'intéresse pas, mais une interrogation philosophique qui accompagne chaque situation et qui donne à ces romans sa dimension de la pensée. Et à ce moment-là, Milan Kundera, effectivement, Thomas s'interroge sur la nécessité de cet amour où le hasard a joué un très grand rôle. Il explique qu'à un moment donné, vous lui faites résumer tous les hasards qu'il a fallu pour que cette rencontre ait lieu. Mm-hmm. Vous savez bien, enfin c'est une expérience que nous avons tous connue, que chaque fois que l'on aime, on se rappelle volontiers les circonstances de son amour, c'est-à-dire les circonstances de la rencontre. Et on est tout de suite amené, malgré soi, à y voir une sorte de prédestination. On s'est dit, si je n'avais pas pris le métro ce jour-là, si je n'avais pas pris le train ce jour-là, si je n'avais pas été malade, si je n'avais pas été chez le médecin, si je n'avais pas fait ceci, si je n'avais pas fait cela, si la pendule ne retardait pas de 5 minutes, je n'aurais pas rencontré une telle, je n'aurais pas rencontré un tel. Donc, on s'interroge sur une détermination dont on serait l'objet, alors qu'on ne voit apparemment qu'une série de hasards. Oui. Il y a justement ce hasard et cette nécessité. Que vous rappelez du reste à un moment donné. Il y a une très jolie phrase quand Teresa s'interroge et qu'il y a justement toutes ces... J'ai retenu la phrase, je l'ai relevée, qu'il y a cette série de hasards. Le hasard a de ces sortilèges
pas la nécessité. Pour qu'un amour soit inoubliable, il faut que les hasards s'y rejoignent dès le premier instant, comme les oiseaux sur les épaules de saint François d'Assise. Alors là, c'est le poète qui parle. Mais ces petits oiseaux qui se réfugient sur les épaules de saint François d'Assise, je trouve que l'image est très très belle. Et au fond, ce qui fait question, c'est pas tellement Thomas, c'est plutôt la petite. C'est Teresa, je veux dire, c'est elle. Parce que c'est elle qui s'accroche avec ses valises, avec ses rêves, avec ses cauchemars qu'elle raconte à Thomas. C'est elle qui s'impose. C'est pas votre avis, Serge Coster? C'est-à-dire qu'il y a dans le livre tout un poids de perdition. Oui. Dans le fond, Teresa, c'est, comme disent les Américains, je vais masculiniser, un loser. C'est une perdante. Elle a perdu dès le départ. Et Thomas m'apparaît pour elle comme un phare ou une bouée de sauvetage. Et peu à peu, elle s'installe chez Thomas, elle l'attire à elle, et c'est peu à peu elle qui va le faire venir dans sa sphère. Lui, c'est le Don Juan. Je dirais d'ailleurs, c'est pas un Don Juan triomphant. Je veux dire, il n'y a pas le triomphalisme qui accompagne le Don Juanisme. C'est un Don Juan toujours mélancolique, anxieux, angoissé de la conquête des femmes. Et elle l'amène peu à peu vers sa sphère, vers ses cauchemars, vers son sommeil troublé, vers cet amour qui est réellement partagé et qui est en même temps un amour qui s'accompagne de tromperie constante, enfin d'errance vers d'autres femmes. Alors, c'est vrai que c'est le personnage fascinant, mais l'art de Kundera est fait de telle sorte que tous les personnages qui traversent ce livre, en tout cas les quelques principaux personnages, sont fascinants. Parce que nous avons parlé de Thomas et de Teresa. Il faudrait aussi parler d'autres types de couples qui se forment. Vous avez Thomas et Sabina. Sabina, le peintre, totalement indépendante, elle, et qui va nous entraîner sur un grand espace de fuite à travers l'Europe, à travers les États-Unis, et qui fait qu'on est parti de ce petit îlot qui est Prague pour arriver, pour rayonner à la surface du monde, de sorte que les affaires privées s'intègrent aux affaires planétaires, littéralement. Vous avez un autre couple, qui est le couple Franz-Sabina. Franz, c'est l'homme en sécurité dans le pays de la sécurité même, la Suisse, Zurich, et qui lui aussi va être entraîné dans un univers de perdition. Mais l'étrange, parce que je parle beaucoup de perdition, l'étrange, c'est que dans cette perdition, il y a toujours une espèce d'euphorie onirique, de jubilation étrange. Et qui est due à quoi? Qui est due à la voix et à la méditation de Milan Kundera. Si vous voulez, dans le fond, le problème du roman, c'est on a l'impression que c'est purement arbitraire ce qu'on va raconter. Mais grâce au jeu de la structure musicale, c'est-à-dire les thèmes qui peu à peu s'élargissent concentriquement, grâce à la recherche de la raison des choses qui font qu'on agit ainsi et pas autrement, ces aventures arbitraires privées acquièrent une vaste nécessité et on a le réseau de toutes les histoires individuelles intégrées au réseau des histoires du monde. Milan Kundera, qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire? Oui, je suis d'accord avec le commentaire. Oui, c'est... ma première idée, c'était écrire un roman sur deux femmes. C'est-à-dire même Teresa et Sabina étaient pour moi, au commencement, plus importants que les deux personnages masculins. Et peu à peu, par la logique du travail, par un équilibre nécessaire, les deux personnalités masculines sont devenues aussi importantes que ces deux personnalités féminine. C'était un peu mon pari de faire baser un roman sur deux femmes. Est-ce que Serge Coster a dit, c'est bien sûr aussi vrai, on a dit que d'abord que ce roman est basé sur une histoire d'amour très très simple, et je dis oui, c'est une histoire très très simple. Mais en même temps, c'est un peu hypocrite de ma part si je dis ça, parce qu'en même temps, mon ambition était que cette histoire très simple, que nous connaissons tous, parce que nous sommes tous à la fois Tristan et Don Juan, nous sommes tous Teresa qui est mortellement jalouse, même si nous sommes les hommes, nous sommes tous un peu mécontents dans notre corps, comme Teresa, parce que c'est son problème d'une femme qui ne peut jamais s'habituer à son propre corps, parce que je crois que c'est aussi une de ces questions dont on oublie parce qu'on est tellement déjà habitué qu'on a un corps qu'on n'a pas choisi. Mais habiter un corps qu'on n'a pas choisi, c'est la première offense
n'est-ce pas, de l'homme. Pourquoi ce visage, je la déteste, n'est-ce pas, je déteste ce visage. Et Teresa, c'est son problème, c'est un des problèmes, elle est bâtie sur ce motif. C'est-à-dire, l'histoire est, en fin de compte, l'histoire de nous tous. Mais ce qui était mon ambition, c'est de faire ramifier cette histoire dans le moment que l'Europe vit aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Et tout d'un coup, cette histoire intime, avec ses problèmes intimes, c'est joint au problème de l'histoire, du destin européen qui entre dans une phase tout à fait spéciale. C'est-à-dire dans la phase où l'Europe pose pour la première fois, et ce d'une façon tout à fait collective, comme une certitude de masse, la question de sa fin possible. C'est ça qui est terrible, parce qu'au moment justement où nos deux, Thomas et Teresa, sont en Suisse, c'est à ce moment-là que Teresa fuit, parce qu'elle ne peut pas supporter cette vie. Elle regagne son pays. Thomas ira la rejoindre, mais c'est au moment où les chars soviétiques entrent à Prague. Et là, du reste, là aussi, l'événement est vu, je dirais pas du tout par le petit bout, mais il se trouve que Teresa, qui est engagée comme photographe, passe son temps à photographier les tanks soviétiques. Du reste, elle manque de se faire prendre, de se faire arrêter, etc. Elle a des ennuis à cause de ça, dans cette espèce de naïveté qu'elle montre. Et brusquement, c'est l'intrusion, effectivement, de l'histoire dans sa propre histoire. Et la propre histoire, qui est très simple, très banale, très quotidienne, prend brusquement une autre coloration. Parce que c'est vrai, c'est le moment de l'histoire sur lequel nous pouvons nous interroger, Milan Kundera, et c'est là justement où nous arrivons à la conclusion de notre entretien, hélas, mais il faut bien y arriver aussi, mais c'est là le sens aussi de ce livre et de ce qu'il signifie. Effectivement, nous vivons un moment où l'Europe peut mourir. Exactement. Et, dans ce roman, elle meurt dans deux lieux différents. Le premier couple, n'est-ce pas, de Teresa Thomas, oui, sont dans une fuite. Oui. Ils sont d'abord à Prague, ensuite à Zurich, ensuite encore à Prague. Là, ils perdent leur emploi, ils sont déclassés. Ensuite, ils fuient dans un petit village, parce que ce village est complètement en dehors de l'histoire, en dehors du monde, alors ils trouvent un certain bonheur parce qu'ils vivent en dehors de l'histoire. Mais cette Tchécoslovaquie, ce Prague, qui était encore en XIVe siècle le vrai centre de l'Europe intellectuelle, qui était toujours une grande ville occidentale, n'est plus Europe, ou cesse d'être Europe. C'est un pays qui est russifié, qui est orientalisé, où l'Occident, qui pensait toujours qu'il est coupable de coloniser des autres, tout d'un coup, il ne se rend même pas compte qu'une grande partie, une partie très célèbre de l'Occident est complètement, brutalement colonisée et mise à mort. Alors c'est une mise à mort concrète de l'Europe où se passe, où finit l'histoire intime de ces romans. De l'autre côté, l'Europe pas encore occupée, l'Europe qu'on appelle occidentale, et doit se poser les mêmes questions aussi, bien que d'une façon beaucoup plus nuancée, pas dans cette brutalité, mais cette Europe, elle aussi, elle est encerclée. Elle commence à douter de l'avenir, elle commence à douter du progrès, parce que tout d'un coup, la question ne se pose pas si l'Europe sera gauche ou si l'Europe sera droite. La question qui se pose, c'est si l'Europe sera ou si l'Europe ne sera pas. Alors, c'est vraiment un changement de la situation de tous les Européens, et les Européens de Prague, et les Européens de Genève. Et on retrouve justement la question posée par le titre, l'insoutenable légèreté de l'être. On ne vit qu'une fois, l'histoire ne se fait qu'une fois, elle ne recommence pas.
Donc c'est à nous de vivre et de choisir.